Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 35 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères et des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Pour ce 35e épisode, je reçois Céline Chadela, autrice et journaliste. Céline et Marie Mahé-Poulain, qui est psychologue spécialisée en périnatalité, ont coécrit un ouvrage appelé « Le mois d'or ». Dans ce livre, elles abordent en profondeur les 40 premiers jours après la naissance d'un enfant. Ces 40 premiers jours, ou ce mois d'or, sont primordiaux pour la convalescence de la mère et du bébé. Alors comment on s'organise pour que ce mois d'or devienne un moment de pur bonheur ? La réponse dans cet épisode. Salut Céline. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On a fait que se croiser, on réussit enfin à voir faire ce podcast. Tu sais pourquoi je suis hyper contente ? Parce que quand j'ai lancé mon podcast, j'ai fait une revue de livres que j'aimais bien et je disais en français il n'y a pas vraiment de livre sur l'après-accouchement et c'est dommage et j'aime beaucoup un livre en anglais et donc après je me disais mais il y a le mois d'or. Je fais oui mais moi quand j'ai enregistré cet épisode il n'était pas sorti le mois d'or. Et donc je suis très contente de me dire que je peux enfin recommander d'autres livres et pas anglophones. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il y a une conjonction depuis l'année dernière où on parle vraiment beaucoup du postnatal et c'est super, que ce soit par les podcasts, les livres qui sortent. Ça change, enfin. Alors, est-ce que tu connaissais le mot matrescence ? Alors, matrescence, je l'ai découvert grâce à toi. Et donc oui, c'est la contraction de matrescence et adolescence. Donc c'est vrai que moi, j'avais une idée psychologique du sujet, c'est-à-dire que je connais l'état dans lequel peut se trouver une jeune maman après son accouchement. Donc en général, on est sur un fil, on peut être déboussolé, un peu perdu, on ne sait plus trop où on habite, on peut être extrêmement fatigué. Donc il y a tout un certain nombre de facteurs qui transforment notre identité et qui nous rendent parfois assez fragiles. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en lisant le livre, je me disais c'est marrant, vous décrivez vachement en fait la matrescence sans l'avoir nommée. Mais vous parlez beaucoup de ces changements de ce qui se passe. Donc tu as coécrit avec Marie Mahé-Poulain Le mois d'or. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Parce qu'on a trouvé que c'était un sujet important pour l'avoir vécu personnellement. Je vais être très honnête avec toi, c'est-à-dire que moi j'ai eu 2 enfants. Donc le premier, on s'est un petit peu organisé pour la suite, pour l'après-naissance, mais pas beaucoup. Donc j'étais extrêmement fatiguée, j'ai mis des mois à me remettre, c'était vraiment difficile. Et pour la naissance de ma fille, Elsa, cette fois-ci, j'ai vraiment décidé de m'organiser et de faire les choses bien avec de l'aide à la maison, pas simplement compter sur mon mari. Je me suis beaucoup inspirée des traditions qui sont dans le Kundalini Yoga, des 40 jours qui entourent, c'est une tradition en fait, qui entoure vraiment la maman, etc. Et puis Marie, donc ma co-auteure, est venue m'aider à cette période. Et là, c'est là que j'ai découvert en fait la beauté de ce postnatal, c'est-à-dire comment on pouvait vraiment en faire une très belle
chose, très belle expérience. Et on s'est dit toutes les deux, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on écrive et qu'on partage sur ce sujet parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent de cette période. C'est un sujet qui est beaucoup trop tu actuellement. Il y a beaucoup trop de dépression et c'est pas possible. Il faut changer les choses. Et donc, en fait, Marie, tu la connaissais bien avant et c'est parce qu'elle a participé à ton postpartum que vous vous êtes dit, allez, on écrit le livre. C'est ça, exactement. Moi, je suis journaliste et oui, c'est une belle histoire. Et Marie est psychologue et donc et puis spécialisée en périnatalité. Donc, elle connaissait bien tout ce domaine. Donc, c'est vrai qu'elle a fait preuve de beaucoup de tact à mon égard et beaucoup d'attention. Et voilà, et j'ai pu apercevoir, ce que ça pouvait être vraiment avec... ce que pouvait être cette période avec du respect, tu vois, avec de l'attention, avec beaucoup d'attention, de respect autour de la maman. Et de l'amour. Et de l'amour, bien sûr. Tout ça, c'est de l'amour et de l'ocytocine, ouais. Et ta fille, elle est née il y a combien de temps ? Alors, Elsa, elle est née il y a presque 2 ans. Donc, il vous a fallu quasiment 1 an et demi pour écrire et mettre l'idée en forme. Une bonne année. Une bonne année pour mûrir le sujet, pour en parler et puis se lancer toutes les deux avec notre maison d'édition. Et toi aussi, tu as fait le constat qu'il n'y avait pas de livre francophone vraiment, bien sûr, qui a enveloppé ce sujet, qui abordait. Pas grand-chose. Alors, il y a des choses écrites par certaines sages-femmes. Voilà, mais sinon, c'est vrai que sur le mode, disons que nous, l'idée, c'est aussi de montrer que c'est quand même une période sacrée. On a vraiment ce côté-là qu'on trouve qui est très présent dans notre livre. Et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'était de montrer que... un peu, donc c'est vrai qu'il y a The First 40 Days aux États-Unis. C'était le livre dont je parlais moi dans mon podcast que je trouvais vraiment qui bien. est très très bien. Et l'idée c'était de montrer justement ce côté sacré. Alors on avait aussi des informations de par l'école de yoga, de Kundalini Yoga. Et pour la petite histoire, il faut savoir que Marie, sa maman est professeure de yoga et Marie a été un petit bébé mois d'or. C'est-à-dire que quand elle est née, sa maman a vécu les 40 jours très entourée, tout en étant dans sa bulle et entourée de soins. Comme quoi ça laisse des traces positives quand on fait ça, même exactement. sur l'adulte qu'on devient. C'est ça. Alors, Le Mois d'or, c'est un livre très complet que vraiment je recommande. Comment est-ce que tu décrirais le Mois d'or ? Alors, le Mois d'or, d'après la médecine chinoise, puisque c'est un terme qui est issu du mandarin, c'est la période optimale pour qu'une femme puisse retrouver ses fonctions physiologiques et aussi psychologiques de manière optimale. Nous, ce qu'on propose, c'est en fait d'anticiper cette période pour ne pas la subir, mais vraiment la vivre. Et ça fait toute la différence, on va en parler. Vous parlez beaucoup donc dans ce livre du manque de connaissances de cette période charnière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il faut pour vivre un Mois d'or épanouissant ? Alors, déjà, il faut s'informer. C'est très important. Il faut, en fait, aujourd'hui, et moi la première, c'est que je pense que de nombreuses femmes enceintes n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend. Et ça, c'est notre grande faiblesse, en fait. C'est qu'on ne sait pas du tout, et surtout, on est pétri d'idéal et d'idées selon laquelle, de toute façon, on va assurer. On est la meilleure mère pour notre bébé. On va y arriver, puisque de toute façon, avec tout l'amour qu'on porte déjà en nous, on ne peut qu'être bien et que lui donner le meilleur, et nous aussi. Sauf qu'on oublie, et ça on n'en prend pas assez conscience, que 9 mois de gestation, eh bien, ça demande de l'énergie. Ensuite, l'accouchement, c'est une énergie colossale. Les suites de couches sont fatigantes. Et que tout cela va jouer finalement sur notre morale, sur notre capacité à nous occuper de notre enfant. Et ça peut être vraiment difficile parce qu'on ne peut pas se lever tout le temps. On a besoin de se reposer. Et donc la première chose, c'est vraiment de s'informer et d'essayer en tout cas. Parce que parfois, moi je me dis, moi je pense qu'il me manquait peut-être une case, la case maman... le post-natal n'était pas entré dans mon cerveau. On n'était pas réceptive. Non. En tout cas, avant un premier enfant. Après, pour un deuxième, je pense qu'on est dans une autre configuration. Oui. Mais avant le premier enfant, c'est l'inconnu.
Et je pense qu'aussi, il y a tout ce côté de la société, tu sais, Wonder Woman, où on se dit, mais moi, je vais assurer, je vais gérer. Mais c'est ça, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais pas du tout. On a confiance en nous et tout, et c'est Tant très mieux, bien. hein, C'est oui. très bien. Mais en fait, je pense que vraiment, s'informer en amont, c'est important. Donc, s'informer, il y a différents moyens. Donc, il y a des choses, évidemment, il y a Internet, il y a les livres. Mais ce que je conseille aussi, c'est de parler avec sa propre mère, avec ses amis. Et parfois, les amis lâchent une information. Remplis quand même ton congélateur. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit une fois, et ça m'a quand même fait un petit peu percuter. Je me suis dit, oui, quand même, peut-être qu'il faut s'organiser. Donc, parler avec des amis, parler avec des personnes avec qui on a des échanges qui sont francs, libres, et sans trop de tabous. Voilà. Donc, il faut s'organiser. Et après, qu'est-ce qu'on met en place une fois Alors, pour s'organiser, donc on s'informe, ensuite on s'organise. Donc après, il faut absolument discuter avec le conjoint, parce que c'est la pierre angulaire du mois d'or. C'est-à-dire que nous, on est souvent très très fatigués. On n'a pas le temps d'organiser. Quand on est dans le moment, dans le feu de l'action, c'est fini. On est dépassé, on peut plus. Enfin, si on arrive à mettre le bébé au sein ou lui donner un biberon, c'est déjà énorme. Donc, il faut beaucoup préparer son plan postnatal en fait avec son conjoint. Et donc, ça veut dire en discuter, ça veut dire se poser les bonnes questions, savoir comment on veut se mettre d'accord tous les deux pour savoir comment on va s'organiser sur les 40 jours. Donc, est-ce qu'on fait venir quelqu'un à la maison ? Est-ce qu'on prend une aide ménagère ? Est-ce qu'on fait venir la belle-mère ou la mère pour préparer des repas ? Est-ce qu'on prend une doula ? Est-ce qu'on prend une doula ? Très bien. Les doulas, sur le plan émotionnel, c'est vraiment une aide très, très importante. Donc, il faut se poser toutes ces questions et à la limite, donc, prendre une feuille. Donc, nous, on propose un plan postnatal dans notre livre où on énumère toutes ces questions, on essaie d'y répondre à deux. Donc, déjà, on déblaye un peu le terrain pour la suite. Ensuite, on fait des réserves de nourriture. Donc, ça veut dire qu'on fait des courses importantes de sec, donc oléagineux, des choses qu'on pourra picorer et qui sont bonnes pour la santé. Donc, le contraire du fast-food, pour éviter de se rabattre sur des sucres rapides, des choses qu'on mange vite ou des chips, par exemple. On va plutôt aller du côté des noix de cajou, des amandes, etc. Donc, avoir des réserves d'oléagineux toujours à portée de main. Des plats congelés au frigidaire et puis vraiment des placards plein de bonnes choses comme on le conseille pour la maman, pour sa rémission. Ça peut être des dattes, des laits végétaux, des choses comme ça. Donc ensuite l'accouchement arrive et là donc après pendant le postnatal donc important aussi, on en parle aussi dans le livre, se définir un petit coin, un espace de cocooning. Et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je pense que j'avais pas du tout visualisé. Et vous parlez vachement de ça, de visualiser ce coin, de se dire que ça va être notre endroit, et de ne pas culpabiliser. Oui. De rester là. Parce que c'est vrai, on a tendance à se dire, ah ben non, il faudrait que je fasse ça. Oui. Et oui. Et je trouve c'est génial d'avoir dit, ben non, là, ça sera ton coin. Et j'aime bien comment vous l'expliquez dans le livre, donc vas-y. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça permet effectivement de prendre ses repères et de mettre des marques très claires. Parce que effectivement, on peut être un peu perdu. On rentre de l'hôpital, c'est le vide. Et souvent, les mamans témoignent, disent qu'elles se sentent vidées, elles se sentent perdues. Et souvent, c'est difficile. Il peut y avoir des moments très démoralisants. Et en fait, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de se créer un petit coin, comme un petit spa, tu vois, un petit coin à part où on a toutes nos ressources importantes. Donc, ça va être notre assiette d'amandes, ça va être notre tisane, notre bouillotte. La chaleur est très importante pendant le mois d'or. Donc, des couvertures, des plaids pour surtout rester bien au chaud, bien couverte. La médecine chinoise recommande en fait d'être couverte pour fermer. Parce que à la fois sur le plan physique, mais à la fois sur le plan aussi énergétique, la maman est comme ouverte. Et la médecine chinoise explique que lorsqu'on est pendant cette période d'ouverture, avant que les organes que la peau se soit refermée, que le corps ait retrouvé ses limites, eh bien, elle peut contracter des maladies, des virus. Elle est beaucoup plus ouverte et perméable en fait. Donc si on se met dans son cocon et que on sécurise cet espace. C'est ça, un espace sécurisé. Alors on peut aussi y ajouter des choses
qu'on aime, qui nous rassure. Ça peut être une photo de quelqu'un, de notre amoureux, de notre conjoint, enfin de nos parents. Voilà, des jolies images. On peut mettre une bougie, on peut mettre voilà, toutes sortes de choses comme ça qui vraiment nous rassurent et nous font sentir bien. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, en France, on est autant dans le déni face à cette période ? Very good question. J'aurais beaucoup à dire là-dessus. Il y a différents facteurs. En fait, je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faut regarder l'histoire du féminisme, je pense, donc à la fin des années 60. La maternité était une entrave pour de nombreuses femmes pour accéder à une autonomie et une liberté. En tout cas, c'était comme ça qu'elle était... c'était le modèle sociétal qui encloisonnait les femmes quand même chez elles et qui devait s'occuper des enfants. Donc, pour accéder à une certaine autonomie, on a mis de côté la maternité. On s'est dit qu'on pouvait accéder à leur autonomie, à leur liberté. Et donc, c'est vrai qu'on n'était pas à une époque où on demandait de l'aide pour s'occuper d'un enfant. Et on regardait vraiment vers l'extérieur. Et on voulait plus de liberté. Et donc, c'est vrai que même l'allaitement à cette époque a été remplacé quand même par le biberon. Après, c'est vraiment chacun ses choix. Il n'y a pas de... Moi, je comprends tout à fait. C'est vraiment la liberté de chacune. Mais voilà, je crois que la recherche d'autonomie, du coup, a laissé un peu de côté toute cette partie de notre vie. Et on a laissé... finalement, la maternité est presque devenue une ennemie du féminisme, quelque part. Ouais, je suis d'accord que j'ai eu un peu cette sensation. Moi aussi, j'étais en conflit quand je suis devenue mère à me dire, mais... En fait, tout ce que le féminisme m'avait mis dans la tête, et de manière géniale, de notre indépendance, là, c'était en opposition avec ma maternité. Donc, où est-ce que je me retrouve là-dedans ? Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je prends pas ? Et j'ai eu l'impression quand même que ça m'avait fait plus de mal, ou en tout cas plus culpabiliser qu'autre chose, parce qu'il fallait que je sois la Wonder Woman, que je reparte travailler, que je ne sois pas impactée par la naissance de mon enfant, alors que c'est faux, et que c'est pas naturel, finalement, de penser comme ça. Et je pense que tu as raison, ça joue beaucoup là-dessus, en fait, sur que nous-mêmes, les femmes, en fait, on a créé. Là, c'est même plus une question de la culture des hommes ou du patriarcat, c'est nous, on a voulu se détacher de ça, et on a mis de côté quelque chose qui est très important, et en final, on en paye, nous, les conséquences. C'est encore nous qui en payons les conséquences. Et je pense que c'est une période, après un accouchement, on mérite quand même, c'est une question de dignité, si tu veux. C'est qu'aujourd'hui, en fait, et puis bon, c'est toute la sphère de notre société, c'est qu'on est dans une société qui est quand même très, très individualiste. Et l'objectif, c'est l'autonomie maximale. Mais avec la naissance d'un enfant, cette autonomie, ça marche plus, en fait. Ça fonctionne pas. On a besoin... La naissance d'un bébé, c'est presque un moment de communion entre des êtres, entre un couple, entre une famille au sens large. Et toute seule avec un bébé, parce qu'on sait que malheureusement, le congé paternité actuellement est limité à 11 jours, c'est pas possible. C'est un manque de respect, moi, je trouve, même vis-à-vis de nous-mêmes. Et... parce qu'on sort quand même de l'hôpital, on a des séquelles physiques, césarienne, épisiotomie, etc. On est très fatigué. Moi, j'étais très anémiée, par exemple. Et on a besoin de soutien. En fait, c'est un moment, je pense, qui est profondément humain. Et ouais, c'est un moment profondément humain et on a besoin d'être ensemble. Et quand tu dis que ton premier postpartum, tu l'as vécu difficilement, c'est parce qu'il y avait pas d'entourage assez fort, parce que qu'est-ce qui a déclenché cette sensation que tu as ? Alors c'est un mélange, parce que j'avais quand même quelques idées de ce qui m'attendait, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que je me suis dit, avec mon conjoint, on s'est dit, après l'accouchement, on reste 3 semaines tous les 3.
Donc c'était bien, mais Guillaume m'a aidé. Mais ça ne suffisait pas en réalité, parce qu'on avait besoin de conseils aussi, peut-être d'une doula, on aurait eu besoin de davantage de conseils pour l'allaitement, par exemple, qui peinait à se mettre en route, c'était difficile. Moi, en fait, j'étais très, très, très anémie, et je pense que j'avais un taux de fer proche de 0, et rien que porter mon bébé, c'était compliqué. Donc, et en même temps, on a toutes ces idées à l'intérieur. Moi, j'avais plein d'idées en me disant, mais de toute façon, il faut que j'assure. Enfin, j'étais pleine d'amour, mais j'étais aussi pleine d'angoisse. Et j'avais les deux, voilà, qui cohabitaient. Et c'est vrai que je me rappelle d'avoir eu des réactions extrêmement angoissées qui me ressemblaient pas, parce que je suis quelqu'un de confiant en général dans la vie. Je suis assez zen. Et j'étais angoissée pour tout. Tout. Et puis, à un moment, alors après, ma famille est venue, donc ça, c'était bien. Mais j'ai eu des moments où je me sentais vraiment très seule et un peu esseulée, en fait, hein, c'est ça. Et puis, il y a ce conflit dont tu parles sur le professionnel aussi. Le fait, moi, j'avais vraiment voulu en profiter, donc je ne pensais pas reprendre le travail tout de suite. Mais en même temps, sans reprendre le travail tout de suite, il y avait quand même des moments où j'avais envie parce que je me sentais trop seule. Alors c'est compliqué parce qu'on a envie de s'occuper de son enfant, en même temps on est seul chez soi, mais on s'ennuie parfois. Donc il faut arriver à faire des choix. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, je savais plus trop où j'en étais et c'est vrai que je ne me voyais même pas m'éloigner de chez moi, tu vois. On me disait, mais allez, sortez, allez faire une soirée tous les deux et tout. Mais rien que ça, pour moi, c'était toutes les heures, toutes les demi-heures, j'étais sur mon portable pour voir si tout allait bien. J'étais angoissée, en fait. Et t'as pas du tout eu cette sensation avec ta fille? Pas du tout. Et en fait, avec ma fille... C'est bien, ça donne de l'espoir. Oui, ça donne de l'espoir, non mais vraiment. Et je vais te dire un truc, c'est que, en fait, pendant la grossesse de ma fille, c'était compliqué parce que j'ai perdu mon père. Donc, c'était vraiment une grossesse où j'ai quand même été très triste. J'étais un peu déprimée, j'étais déprimée. Et après l'accouchement, et justement, quand j'ai commencé à penser à l'accouchement et à l'après, je me suis dit, Céline, là, je veux pas subir. Je veux vraiment vivre ce moment pour qu'il soit le plus heureux possible. Et ce qui est juste incroyable, c'est que après cette naissance et pendant plusieurs semaines, j'ai pas eu une once de tristesse ni de nostalgie. Tu vois, à un moment, j'ai senti une petite pointe, mais vraiment microscopique. J'ai senti un petit peu de tristesse, mais vraiment rien, quoi. Enfin, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais vécu, mais en même temps, j'étais dans mon bain, j'étais dans ma chambre, j'étais confiante. En fait, j'avais rien à penser, juste à m'occuper d'elle. Elle était à côté de moi. Et donc, vas-y, explique-nous concrètement qu'est-ce qui a fait la différence. Alors, la différence, c'est que j'ai bien vécu mon accouchement. C'est-à-dire que mon premier accouchement, j'avais beaucoup d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire, je voulais accoucher sans péri. En même temps, j'ai été déclenchée. Donc, j'ai eu des contractions très fortes qui m'ont épuisée. Finalement, j'ai accepté à la fin la péridurale, donc je suis sortie exsangue de cet accouchement, ça a été compliqué. Donc il y a eu quand même mon deuxième accouchement, j'ai accouché sans péri, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai eu ce bain d'ocytocine juste après. Donc ça, c'était déjà un bon départ. Et ensuite, donc à la maison, j'avais l'aide de mon mari, de Guillaume, et j'avais donc mon amie Marie qui était présente. Et qui m'apportait donc des repas matin, midi et soir. Donc l'idée, c'était vraiment que je ne me lève jamais. Alors, et pendant combien de temps ? Ne pas se lever du tout, ça a duré une semaine. Mais sachant que j'allais quand même me laver, j'allais aux toilettes et tout. Mais c'est tout. Mais c'est vrai que je suis pas beaucoup sortie, presque pas. Non, je suis pas du tout sortie. Et puis après, j'ai commencé à élargir un peu le périmètre. Donc, je suis allée dans le salon et tout ça. Mais c'est vrai que ça me faisait drôle parce que j'étais tellement dans mon cocon que quand j'allais dans le salon, ça me paraissait un monde chaotique, un petit peu. Et puis, j'avais mon aîné aussi qui était là et qui avait quand même des réactions assez fortes à la naissance de sa petite sœur. C'était pas facile pour lui. Et quand j'étais dans mon cocon, dans ma chambre, j'étais préservée. Mais j'avais besoin d'être préservée comme ça. L'alimentation, alors on va en parler bien parce que je sais que tu l'as dit, c'est une des pierres angulaires et c'est une priorité.
Déjà, pourquoi est-ce que c'est une priorité? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place sur l'alimentation? Alors, c'est une priorité parce que la maman, après son accouchement, est très fatiguée. Il faut qu'elle retrouve des forces. Si elle allaite, il est important qu'elle puisse avoir du lait et du lait qui soit nourrissant. Et puis surtout, l'alimentation, elle est spécifique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une maman une femme qui vient de donner naissance a souvent l'intestin qui tourne au ralenti. Donc, certains plats peuvent lui demander beaucoup plus d'efforts à la digestion, sachant que l'idée, c'est vraiment qu'elle retrouve des forces. Donc, si elle est obligée d'utiliser de l'énergie pour digérer, ça contredit finalement l'idée de retrouver des forces. Donc, on va lui donner plutôt des bouillons, des soupes, des purées, par exemple, de légumes, toujours cuits. On va éviter les aliments crus qui peuvent provoquer des ballonnements. Si on allaite, ça peut aussi provoquer des coliques chez le nourrisson, chez le bébé. Donc il est important quand même d'avoir des forces. C'est pas vraiment le bon moment pour perdre des kilos. Non, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que souvent on y pense, beaucoup. Et vraiment, faut prendre son temps et accepter son corps tel qu'il est pendant cette période. Et les kilos, ça viendra, mais après, vraiment. Mais faut pas se mettre ce serait dommage de se mettre une injonction supplémentaire. Sachant qu'on en a déjà beaucoup, il faut rester vraiment le mental au repos, l'esprit au repos et se nourrir de choses qui soient à la fois chaudes, cuites, nourrissantes et bonnes pour la santé. Et toi, est-ce que tu as la sensation aussi que dans ton postpartum, le premier, tu n'avais pas trop fait attention à la nourriture et le deuxième, tu as vraiment mis l'accent ou ça n'a pas joué beaucoup? Le premier, j'avais quand même fait une descente chez Picard. J'étais allée acheter des surgelés suite à mon ami qui m'avait conseillé de remplir mon congélateur. Mais j'ai pas fait comme on a fait après avec Elsa. C'est-à-dire que j'avais des petites choses, j'avais quand même acheté du muesli. Mais j'avais du muesli avec du lait végétal, mais je le mangeais froid, ce qui n'était pas terrible. Mieux vaut manger chaud. Et puis surtout autour de moi, pendant le premier, tout le monde n'était pas sensibilisé. Et puis tu sais, en fait, moi je suis rentrée de l'hôpital. Je crois que je suis restée 5 ou 6 jours. Quand je suis arrivée, j'avais la famille de mon mari qui était là. J'ai commencé à préparer une tarte aux courgettes. Et j'étais motivée, mais en même temps j'étais épuisée, tu vois, c'était très très étrange. Et ça choquait personne que ce soit toi qui le fasse. Non. C'est aussi ça, il y a vraiment une éducation à faire autour de la population en général, parce que normalement ça devrait être un warning, dire ah non mais qu'est-ce que tu fais là, toi tu vas t'allonger, tu fais rien et nous on s'en occupe. Totalement. Nous c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer avec Marie à travers le livre et puis aussi à travers nos réseaux sociaux, etc. C'est vraiment de faire prendre conscience à l'entourage. Il y a vraiment une sensibilisation à mener autour des professionnels de santé, autour de l'entourage des parents et des parents eux-mêmes. C'est fondamental. Et en fait, l'idéal, ce serait même qu'on acquiert tous des réflexes avec les jeunes mamans, c'est-à-dire une maman qui s'assoit par exemple pour allaiter sur un canapé avec son bébé, et bien lui proposer un marchepied. Parce que ça fait la différence. C'est un petit détail, mais je t'assure que c'est énorme en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, quand je vois mes copines, je dis attends, je t'amène des coussins. Vas-y, je te mets bien. Parce que je sais tellement la galère que c'est, que moi, personne ne regardait ou mon mec, il s'en rendait pas compte. Et je me souviens de moi, de ma frustration. Je me dis, j'ai pas le droit de la faire subir aux autres maintenant. Mais c'est parce que je l'ai vécu. Mais c'est génial. Mais si je l'avais pas vécu, c'est sûr et certain que... Mais parce que non, encore une fois, on n'a pas vécu, voilà, c'est ça. Et parce qu'on n'a pas eu d'éducation par rapport à ça. Non. Mais je suis d'accord, le marchepied là. Oui. Moi, c'est le premier conseil que la sage-femme m'a donné quand j'étais enceinte. Ouais. Mais il y en a dans toutes nos toilettes. Et aujourd'hui, tous les jours, on l'utilise avec mon conjoint. C'est tout le monde. Les gens, ils comprennent pas quand ils viennent chez nous. Il faudrait qu'on mette une petite note. Mais moi, je ne peux plus si j'ai pas de marchepied à la toilette. C'est vrai. Aux toilettes, dans le salon, partout. Ouais, non, mais c'est vrai. Et encore plus quand on allaite. T'as bien raison. Ouais, parce que sinon, en fait, on est obligé de faire un mouvement avec les orteils pour s'appuyer. En fait, le corps est en pleine tension. Pendant que la maman donne le sein, son corps est en pleine tension, donc c'est contradictoire. Oui, alors qu'on doit être dans le lâcher-prise. Mais oui. Ouais, c'est clair. Il y a tout un chapitre dédié aux difficultés du mois d'or.
Parce que même si ça peut être un passage magnifique, il y a quand même des choses qui sont difficiles. Est-ce que tu peux nous les donner ? Alors, des difficultés, ouais. Sachant qu'effectivement, le mois d'or idyllique n'existe, je pense pas actuellement en France encore. Donc, il y a différents freins. Donc, d'abord, la fatigue. Raison pour laquelle il est important vraiment de bien s'alimenter pendant sa grossesse pour limiter la fatigue ensuite. Quitte à faire plus de tests que recommandé en termes d'oméga 3, oméga 6, fer. Moi, personnellement, c'était le fer. Donc voilà, l'alimentation très, très, très importante pour éviter la fatigue, trop de fatigue. Mais on sera fatigué de toute façon, c'est normal. Ensuite, alors il y a l'idéal de perfection. Ça, je pense qu'on le partage pour une grande partie d'entre nous. En fait, cet idéal, il ne nous rend pas service. Parce qu'on voudrait le meilleur, c'est normal. Et puis on s'imagine en fait qu'on est aussi la seule parfois à pouvoir donner à notre enfant. Et peut-être que parfois accepter de l'aide, c'est aussi un travail à faire, mais c'est important. C'est-à-dire que plutôt si on est allongé en train de se reposer et qu'il faut changer bébé, eh bien accepter que quelqu'un d'autre aille le faire, par exemple. C'est des petites choses comme ça. Donc ça, c'est, je dirais, bien se connaître soi-même pour ne pas s'auto-saboter ou se tendre des pièges à soi-même. Alors en fait, ça nous amène justement au troisième frein, qui est la culpabilité. Parce qu'à un certain moment, on arrive à un stade où on se rend bien compte qu'avec tous nos efforts, avec tous les efforts possibles, eh bien, un bébé continue de pleurer, par exemple. Il a des coliques, c'est quand même difficile à supporter. Donc dans ces moments-là, c'est important d'avoir de l'aide, d'avoir quelqu'un, par exemple, qui peut aller promener le petit 1 heure ou 2, pendant que nous, on se repose. Si on n'arrive pas à déléguer, et puis parce qu'on se pose beaucoup de questions aussi, parce qu'on est un peu perdu, et c'est aussi normal, et parce qu'on n'a pas forcément de repères, on a peu d'informations sur comment s'occuper d'un bébé, on ne sait pas, et bien on culpabilise. Donc voilà, c'est vraiment le troisième frein, et ça, nombreuses femmes culpabilisent, et parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles n'ont pas le moral, et tout ça, c'est un enchaînement, et c'est un cercle vicieux. Et il y a des femmes qui malheureusement pensent que par exemple elles ont été de mauvaises mères, alors que c'est faux. Et elles vont culpabiliser parce qu'elles se sentent de mauvaises mères, alors que non, c'est juste une période de transformation avec ses ombres et ses lumières. Et puis donc le quatrième, c'est l'isolement. Alors là, l'isolement, c'est pire. Alors, il y a l'isolement physique, bien sûr, quand on est toute seule, et ça c'est vraiment je pense qu'on est très vulnérable à cette période, donc c'est vraiment difficile de se sentir seul. Alors on peut se sentir seul psychiquement, on peut se sentir seul physiquement. On peut très bien être entouré, avoir du monde autour de soi et se sentir malgré tout très seul, parce que les autres ne comprennent pas forcément ce qu'on vit. Ils n'ont pas développé, comme on le disait tout à l'heure, ces attentions vis-à-vis de la maman. Il n'y a pas vraiment de compréhension en profondeur de ce qui se passe. Donc certaines mamans se sentent seules, même entourées. Certaines sont vraiment seules physiquement parce que leurs propres parents travaillent, le conjoint est en déplacement ou travaille beaucoup, rentre tard. Dans ce cas-là, moi je conseille vraiment peut-être de faire venir une doula. Après, il y a des cercles de mamans, beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, pour le moment, tant que le congé paternité n'est pas rallongé, les mamans risquent d'être encore seules. Désolée. Et je trouve ça désolant, mais c'est comme ça. Et donc l'isolement, souvent parce qu'on a cet idéal de perfection, parce qu'on culpabilise. Et ça peut donner lieu à des dépressions, et on reste seul parce on pense qu'on doit être capable, qu'on doit y arriver, donc on se dit qu'on va y arriver et que de toute façon on n'a pas besoin d'aide, mais on creuse encore plus notre isolement, ou alors on n'ose pas en parler autour de soi, c'est-à-dire qu'on n'ose pas dire là j'ai des difficultés, parce que dire qu'on aurait des difficultés pour la société, ça voudrait dire qu'on n'aime pas notre enfant, ce qui n'est pas vrai, c'est faux.
C'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on n'aime pas notre enfant. Et c'est pas parce qu'on est nombreuses à ressentir des difficultés que c'est normal de ressentir des difficultés aussi. Et qu'il faut que ces difficultés s'accroissent. Ouais, c'est ça, ça doit plus être la norme en fait. Non. C'est devenu la norme parce que malheureusement le système nous isole, comme tu dis. C'est ça. Mais il faut pas se leurrer et se dire que c'est la norme. Non, C'est ça. c'est pas normal. Ça C'est devrait ça. interpeller en fait. C'est ça. C'est ça. Mais malheureusement, pour l'instant, Mm. comme tu dis en même temps, depuis une année et demie, il y a quand même on sent un vent qui arrive et les changements, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et ton podcast, déjà, qui fait beaucoup. Bah, parce que moi, j'ai même constat que Ah toi, oui. tout est en anglais. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Mm. Il faut quand même informer Ouais. les Françaises ou Ouais, les c'est clair. francophones Bien sûr. de parler de ça. Mm. On a le droit, nous aussi, Bien d'avoir sûr. Bien sûr. d'avoir ça. Bon, ouais. Tu l'as un tout petit peu mentionné en parlant de ton postpartum. Comment est-ce qu'on vit un mois d'or épanoui et agréable quand on est déjà maman, quand on a déjà des enfants? Parce que là, il y a une autre difficulté. Ça fait l'objet d'un chapitre dans votre Oui, livre. c'est vrai. Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'on connaît déjà, on sait à peu près ce qui nous attend. Donc, on peut mieux se préparer. On a plus d'informations. En cela, c'est quand même positif. Ensuite, c'est vrai qu'on a un aîné qui a aussi besoin d'affection, qui a besoin de notre présence. Et pour lui, en général, quand même, la naissance est un choc. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est une fois encore que un certain entourage soit présent. Donc, toujours des personnes, nous ce qu'on recommande, c'est vraiment des personnes qui soient bienveillantes. C'est les bonnes étoiles, c'est ça? Les bonnes étoiles, qui soient bienveillantes, avec qui on a une relation d'authenticité le plus possible. C'est-à-dire qu'on peut leur montrer nos états parfois intérieurs négatifs, avec qui on se sent en confiance et qui pourront prendre en charge, qui pourront s'occuper de l'aîné pendant qu'on allaite ou qu'on donne le biberon au bébé, et qui pourront aussi s'occuper du bébé pendant qu'on passe du temps avec le grand. Vraiment, pendant ces moments-là, l'idéal, c'est d'avoir des gens de confiance autour de soi qui peuvent prendre des relais pour qu'on passe des moments seul à seul avec son grand. Parce que souvent, le grand, par exemple, s'il y a le bébé, moi pour l'avoir vécu, il n'avait pas forcément envie que je lui raconte d'histoire avec la petite sœur juste à côté. C'était vraiment l'idée, c'est vraiment de lui donner un temps où on est complètement disponible et présent. Après, il faut beaucoup lui parler, vraiment essayer d'être à l'écoute et puis le rassurer un maximum. Et toi, tu as vraiment réussi à passer une semaine allongée sans qu'il te sollicite et que tu aies à t'occuper de lui? Si, mon fils m'a sollicité, bien sûr. Quand il est arrivé pour découvrir Elsa, je me rappelle parce que ça l'a beaucoup choqué en fait. Je voyais qu'il était effrayé. Puis alors quand je l'ai porté au sein, là, il a ouvert grand les yeux. Il était stupéfait. Il se demandait ce que je faisais. Il s'est enfui après. Voilà, et donc après, quand il est venu régulièrement avec nous, même quelquefois il est venu manger, en fait, donc Marie nous apportait des plateaux, et donc il est arrivé qu'on mange tous les 4 sur notre lit, avec nos plateaux repas, par exemple. Donc il était présent. Et il t'a pas demandé de te lever, d'aller avec lui, Parce Alors, que c'est ça que je me pose vraiment comme question, parce que surtout il avait quoi, 2 ans et demi? ouais. C'est des âges où ils se sollicitent énormément. Ils sont en motricité, ils explorent évidemment. Bien sûr. Alors moi, j'ai fait une petite chose que normalement on ne fait pas pendant son mois d'or, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai craqué, je l'ai porté. Parce qu'il avait besoin d'un gros câlin. Et bon, à ce moment-là, je n'étais pas dans ma chambre, j'étais sortie, j'étais dans le salon, ça devait être une semaine après. Et vraiment, je l'ai pris dans mes bras. Et c'est vrai que j'ai senti que ça m'avait beaucoup fatiguée de le porter, parce qu'en plus, il devait peser au moins 14 kilos quand même, 15 kilos même. Et donc, bien sûr, on s'est fait des câlins et voilà. Donc tu déroges un peu. Voilà, bien on sûr, adapte. je déroge. Non, mais c'est important parce qu'il ne faut pas non plus créer de la culpabilité pour les parents. Parce que si on veut vivre un mois d'or idéal avec un deuxième, il y a quand même des adaptations à faire. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Oui, des adaptations. Et puis, même un mois d'or, vraiment, d'ailleurs, on le dit dans le livre, il faut se garder vraiment des idéaux. Le mois d'or idéal n'existe pas. On peut essayer de faire quelque chose d'idyllique, mais idéal,
ça marchera pas. c'est juste mieux vaut éviter vraiment de se mettre des contraintes et trop de règles. Mais il faut quand même, c'est vrai, avoir des axes sur lesquels on déroge pas. C'est-à-dire que si on veut pas de visite, par exemple, avant 2 semaines, eh bien, on n'a pas de visite. Il faut se sentir aussi libre. Moi, je sais que j'ai eu des visites, ça m'avait pas mal fatiguée et à un moment, je me suis sentie libre, au bout d'une demi-heure, de me dire, je vais me reposer, tu vois. C'est vraiment, il faut avoir quand même des axes dans la tête et être assez centré sur soi et sa famille. Il y a tout un chapitre aussi sur le partenaire conjointe. Toi, personnellement, est-ce que tu as vu la différence aussi avec le papa de tes enfants entre le premier et le deuxième ? Oui. Comme tu dis, c'est tellement important. Oui, mais en fait, il avait été sensibilisé pour le deuxième. Et puis il avait lui-même, il avait bien vu que pour le premier, c'était du sport. Quand on changeait pour la 3e fois les draps du lit parce que le caca avait débordé, tu vois, au bout d'un moment, tu dis, on n'arrête plus de faire des machines sans arrêt, les repas à préparer et tout. Et donc, il y a eu vraiment une prise de conscience entre le premier et le deuxième. Voilà. J'ai un petit peu regretté que pour le premier, on n'ait pas eu plus d'infos avant, parce qu'il y aurait évidemment des tensions qui auraient pu être évitées. Mais alors, il y a une chose qui est importante à souligner. C'est vrai que le papa soit présent, sensibilisé, c'est très très important. Et il faut que de plus en plus les papas s'impliquent. Cela dit, je pense que leur demander de nous rejoindre sur le plan émotionnel et de nous comprendre totalement, ça serait peut-être un peu difficile pour eux, tu vois, parce que tout simplement on est différents. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'encourage à être entourée d'une femme aussi, avec une femme avec qui on s'entend bien. Donc ça peut être une doula, qui font vraiment preuve d'une grande empathie, d'un tact et d'une empathie exceptionnelle. Ou alors d'une amie qui est sensible à toutes ces questions, ou d'une maman, quelqu'un avec qui on se sent vraiment très très proche. Moi, j'ai trouvé que d'être proche d'une femme, ça m'avait beaucoup aidé. Parce que, alors, j'ai autour de moi pas mal d'exemples de personnes qui ont essayé donc d'appliquer le mois d'or de couple. Et par exemple, je pense à un couple où l'homme, il faisait les choses bien sur le plan logistique. Donc, c'est-à-dire qu'il apportait le repas, il apportait les plateaux, il rangeait. Enfin, vraiment, c'était top. Mais du coup, il n'avait plus le temps à passer avec sa femme, donc à savourer aussi l'arrivée de ce petit bébé. Et puis elle attendait aussi un soutien, tu vois, un peu plus humain, si je puis dire. Et donc bon, voilà. Et je pense que c'est difficile de demander tout ça à une même personne, et que c'est bien lorsqu'on a des relais et plusieurs personnes aussi sur lesquelles compter. Il y a aussi pour moi un gros travail d'éducation à faire envers les hommes, pour qu'ils, comme tu dis, ils peuvent pas vivre ce qu'on vit évidemment, mais de les informer que c'est normal ce qu'on vit. Ouais. Parce que je pense qu'il y a malheureusement encore trop de stigmatisation autour de ça, où les hommes, parce que ils ne connaissent pas, je juge pas, mais vont croire que leur femme est devenue folle, ou que c'est pas normal qu'elle soit comme ça, ou donc vont en plus stigmatiser et faire culpabiliser. Ouais. Alors que si on les éduquait en leur expliquant, non. C'est tout à fait logique ce qui se passe, c'est une phase, c'est comme les vagues de l'accouchement, il faut les accompagner. On aurait tous à gagner aussi là-dedans, quoi. Ah mais totalement, mais oui. Moi j'ai des femmes qui m'ont écrit et qui m'ont dit mais je vous remercie parce qu'en fait je pensais que j'avais un problème. Je pensais que je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Je pensais que j'étais une mauvaise mère, que son hystérique, qu'on a un problème, voilà. Et en fait, non, c'est simplement qu'on a un bouleversement hormonal hallucinant, qu'on vit, que notre corps est totalement transformé, et que forcément, ça a un impact sur nos humeurs, puis c'est une transformation. Ouais, et puis je pense que c'est ce dont on discutait au début, tu sais, on a été biberonnés et élevés à cette image que la maternité ne va pas nous changer, que ça ne doit pas nous changer d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de conflits internes avec moi-même, à me dire, mais toutes les images que j'avais de moi, elles sont faussées. Finalement, j'ai envie d'être cette mère qui est hyper présente, qui est très maternante. Mais est-ce que c'est ça, être féministe ? Et tu vois, c'est compliqué. Ce décalage-là. Et je pense que ça met la pression aux femmes parce qu'on est en décalage avec
cette idée préconçue qu'on avait C'est ça. avant d'avoir des enfants. Bah voilà, on nous demande beaucoup. On nous demande d'être à la fois des mères, donc totalement épanouies, heureuses dans leur rôle, etc. Donc hyper présentes, en même temps d'être de très bonnes professionnelles, d'être une amante, une amie. Ça fait beaucoup. Et, donc oui. Ouais. Et comme tu le dis, oui, il y a un travail de sensibilisation à faire auprès de la gente masculine. Donc, on en a parlé un petit peu aussi, là, les bonnes étoiles. Ouais. En fait, c'est le village qu'il y avait avant, mais qu'il n'y a plus aujourd'hui, Ouais. c'est ça? C'est ça. Comment est-ce qu'on amène à des personnes qui n'ont pas eu d'enfants, d'ailleurs, qu'on aimerait que ce soit notre bonne étoile, et comment on lui explique tout ça? Je me pose ces questions parce que moi, j'ai des amis, j'aimerais que ce soit mes bonnes étoiles, mais c'est vrai, elles n'ont pas encore vécu de maternité, ou peut-être elles ne le vivront pas, mais tu vois, comment est-ce qu'on arrive à faire transmettre à quelqu'un qui n'a pas vécu ça? Eh bien, je crois qu'il faut beaucoup lui partager, ce qu'on ressent. Il faut essayer de parler à cœur ouvert, lui parler de ce qu'on a vécu, si on a déjà eu une naissance et on a déjà vécu un postnatal, lui partager nos difficultés et puis peut-être la mener, je dirais moi, sur un terrain de sensibilisation, un terrain peut-être un peu militant, de dire je veux pas être seule en fait et c'est difficile pour moi parce que je suis physiquement fragile. Donc, lui montrer quand même... Alors, bon, moi, c'est vrai que je vais un peu vite sur le terrain des arguments à risque, c'est-à-dire une femme sur 5 ou sur 7 a une dépression postpartum, hein, donc à différencier du baby blues, hein, c'est beaucoup plus long. Et donc, oui, à essayer de parler avec nos amis de cœur à cœur, leur expliquer que c'est un véritable enjeu pour les femmes, en fait. C'est pas un caprice, je mets beaucoup de guillemets quand je dis caprice parce que j'aime pas du tout ce terme, mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est pas quelque chose qu'on choisit. Puis on peut aussi rappeler peut-être que les 40 jours avant, les 40 jours après la naissance, dans de nombreuses traditions, comme au Maghreb, en Inde, en Chine, et puis même en Afrique, au Mexique, eh bien la femme fait l'objet de soins adaptés et particuliers. On l'aide en fait. Donc ça a un sens. Et dernière question pour terminer. Qu'est-ce que tu conseillerais aux mamans entre les soins Rebozo, le serrage de bassin, les massages ayurvédiques? Est-ce que tout ça doit être prodigué? Comment tu l'envisages? Alors, les massages ayurvédiques, toujours... Les soins, pour la plupart, je les préconise à domicile. Donc vraiment que la personne, le praticien vienne à domicile. Donc ça veut dire avoir l'aide, quelqu'un pour s'occuper de bébé s'il y a un besoin. C'est important. Le Rebozo, ça dure assez longtemps. Je crois que c'est 3 heures. Ouais. Alors moi, je le recommande vraiment en fin de mois d'or pour marquer... l'entrée, le passage vers un nouveau cycle. La transition. Voilà, pour marquer la transition. Et c'est un très très beau... c'est une très belle pratique qui est vraiment corporellement adaptée à la naissance, au corps de la maman après la naissance. Donc je le recommande. Et puis en fait, tout ce qui est de l'ordre du toucher, c'est bon. Donc les massages, tout ce qui crée de l'ocytocine et de la chaleur, c'est bon pour la maman. Donc, je ne peux que recommander tous ces soins. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Faites-vous masser, faites-vous chouchouter et ayez du contact physique dans cette période et même après. Hein. Oui. Ne nous en privons pas après. C'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir. C'était Céline Chadela, co-autrice du Mois d'Or. Vous pouvez la retrouver, elle et sa co-autrice, Marie-Maë Poulain, sur la région de Nantes, de Vence et de Cannes pour des cercles, ateliers et consultations autour du Mois d'Or. Et si vous voulez plus d'informations, allez sur leur compte Instagram ou Facebook, le Mois d'Or. Je suis Clémentine Sarlat, la fondatrice de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. À la semaine prochaine.